il n'est pas tout à fait 15 heures, mais je crois qu'il y a déjà beaucoup de monde. Tamara et Sofiane sont là, donc je crois qu'on va pouvoir commencer. Je voulais d'abord vous remercier d'être si nombreux, et ce n'est pas un euphémisme, parce qu'on n'a jamais fait un impromptu, me semble-t-il, avec autant de monde. Donc je crois que beaucoup de gens connaissent Tamara ici et sont ravis de la retrouver. Donc un impromptu, c'est une rencontre que le Théâtre Dijon-Bourgogne a envie d'organiser avec un artiste qui présente un spectacle ici, en lui demandant d'inviter quelqu'un qui a nourri sa réflexion autour du spectacle, ou quelqu'un qui, en tout cas, ou prolonge sa réflexion autour de son spectacle. Et donc, Tamara El Sadig, vous connaissez bien parce que elle m'a dit tout à l'heure, c'est son 5e spectacle qu'elle présente ici. Voilà, est artiste associée au TDB. Donc, et elle a souhaité inviter Sofiane Boukari, qui est ici, qui est photographe, designer textile et qui est auteur de l'exposition qui est présentée ici, que vous avez soit eu le temps de voir avant, sinon que vous verrez après. Tamara El Sadig est évidemment l'autrice et la metteur en scène de Terre, le spectacle qui est présenté pendant ces 2 semaines au TDB, que certains ont déjà vu et beaucoup verront tout à l'heure. Et donc, Sofiane a vécu une grande partie, voire toute son enfance, placée en famille d'accueil. C'est en partie le sujet de la pièce de Tamara. Voilà, les enfants abandonnés, placés, les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Elle vous en parlera elle-même. Si vous pouvez peut-être vous présenter rapidement l'un et l'autre, les liens qui vous nourrissent. Tamara, pourquoi tu as choisi d'inviter Sofiane et qu'est-ce qui fait qu'on est là, autour de cette pièce et de cette exposition, voilà, sur qu'est-ce qui nous amène ici. Bonjour, merci d'être aussi nombreux. Alors, je m'appelle Tamara El Sadig, je suis autrice et metteuse en scène, et j'ai la chance d'être artiste associée au TDB. Et donc, je suis à l'origine de cette pièce qui s'appelle Terre, et qui est ce qu'on appellerait une dramaturgie croisée entre une réécriture du mythe d'Antigone et le parcours d'un enfant, en l'occurrence ici Eden, qui est placée depuis, qui a un parcours à l'aide sociale à l'enfance depuis qu'elle est bébé. Et j'ai décidé de créer un miroir entre ces 2 personnages et personnes, Eden et Antigone. Alors, qu'est-ce qui m'a fait aller vers Sofiane ? En fait, je crois que c'est peut-être un peu réducteur. En fait, là, au regard de comment il était introduit, vous avez un peu l'info. Enfin, oui, il y a le parcours de vie de Sofiane, et que moi, je fais un travail aussi de recherche en sciences sociales. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'enfants, d'adolescents, d'adultes, d'éducateurs spécialisés, de gens qui étaient reliés directement ou indirectement à l'aide sociale à l'enfance, pour me permettre d'écrire Eden, qui est un personnage fictionnel, mais qui aurait pu exister. Mais en fait, j'ai rencontré plusieurs personnes, et si j'ai choisi Sofiane pour l'inviter ici, c'est pas tant à cause de ça. C'est lié au fait que on s'est rencontrés dans le cadre de nos études avec Sofiane, et que c'est mon ami. Et que quand je vous dis que c'est mon ami, c'est parce que, au sens premier du terme, c'est-à-dire, vous avez déjà eu cette sensation, peut-être vous avez ces souvenirs quand vous êtes dans une cour de récré un peu paumé et qu'il y a quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi, qui est là-bas, et c'est à lui que vous allez dire « tu veux bien jouer avec moi » alors que vous ne le connaissez pas. Bah, Sofiane provoquait ça en moi. Et j'ai compris plus tard pourquoi. Parce qu'on a un terreau commun dans comment on regarde les adultes. Je n'ai pas eu la même trajectoire que lui, mais on a des silences communs. Et je crois que c'est parce que je suis très attachée
à comment il regarde et touche ces silences qu'il a une place pour moi et avec moi dans cette pièce qui est très singulière, et que pour moi c'était très évident que cette exposition avait plus que sa place aux côtés du spectacle. Merci Tamara. Bonjour à tous. Je suis Sofiane Boukari. Il y a beaucoup de monde, ça fait très peur. Vous êtes tous tournés vers moi, toutes et tous, et vers l'expo. Donc ça, c'est super aussi. Merci d'être là. Moi, j'ai une formation de journalisme à la base, documentaire, et aussi je travaille plutôt, on va dire, sur les patines et la réparation, moi, que ce soit en travail textile ou photographie. Voilà. Le sujet de la réparation, ça me parle beaucoup, donc sous toutes les coutures, c'est le cas de le dire. Voilà. Et je remercie Tamara, l'équipe du théâtre aussi pour l'invitation. Et j'étais en train de repenser, en fait, quand on était à l'école ensemble, justement, et je me disais, voilà, tu fais partie des personnes où il y a cette connexion spirituelle, en fait. C'est impossible à expliquer, mais il y a quelque chose qui se connecte immédiatement. Et c'est ce qui s'est passé avec Tamara, en fait. Et après, il y a cette connexion, mais on ne sait jamais trop où elle va vous emmener, en fait. Parce que cette connexion, c'était il y a 6 ans, à peu près, 8 ans. 8 ans, on disait, ouais. Et je pense qu'il y a toujours eu ce désir, cette intuition qu'on pourrait un jour partager un projet commun ou travailler collaborer d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a pas eu on n'a pas contrôler cette chose, en fait. Il y a un moment où ça se fait naturellement. Donc il doit y avoir plein de raisons qui peuvent mener à ça et expliquer ça. Mais en fait, ça c'est, voilà, tout ce qu'on sait nous, tout ce que je sais moi, c'est que ça, voilà, on est arrivé à le faire. Voilà. Et ça, je trouve c'est très beau quand les choses aussi se passent de cette façon. Et je pense que oui, on parlait des silences, des non-dits. Mais je pense aussi, je me disais, moi, il y a une manière de connecter avec toi immédiatement, c'était justement sur la parole, en fait. Hein, je pense que quand on était à l'école, ce que j'ai pu identifier et qui m'a fait beaucoup de bien avec Tamara, c'est dans sa manière de prendre la parole et de dire les choses telles qu'elles sont. Et que quand on est une personne avec un vécu comme le mien, une personne racisée en plus en France, ça fait très peur en fait de prendre la parole et de dire les choses telles qu'elles doivent être entendues et telles qu'on les ressent. Donc je pense que ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir Tamara qui était capable de faire ça, et j'ai immédiatement identifié avec elle là-dessus. Voilà. Et sur l'écriture de la pièce, ça a été très simple en fait, parce que quand je fais confiance à quelqu'un, je suis en capacité de lui confier. Et pour moi, le spectacle vivant, c'est pas un domaine sur lequel artistiquement j'ai travaillé en fait. Donc c'est encore mieux, parce que du coup là il y avait toute ma confiance ne pouvait qu'être donnée en fait. À aucun moment j'avais le désir ou même la capacité en fait d'essayer de contrôler quoi que ce soit en fait. Donc ça c'est lâcher prise totale, et ça peut que se faire encore une fois avec une personne qui a ma confiance, quoi. Voilà, et qui maîtrise ces sujets et aussi toutes les limites autour de la question, quoi. Donc voilà, ça a été simple en fait, voilà. Effectivement, donc le silence, les non-dits, ton Antigone, elle est silencieuse dans la pièce,
par ailleurs, Sofiane, tu m'as dit à un moment, quand justement il y a eu peu de mots, pas assez, dans notre enfance, à un moment, tu dis que ton père t'a même dit « Oh, t'es devenu trop français, toi, tu poses trop de questions ». Après, tous les mots qu'on dit sont forts. Et puis, il y a aussi d'autres manières de s'exprimer. La musique est très présente dans ton spectacle, Tamara. Il y a une bruiteuse sur scène. Je ne le dévoile pas, elle le dit dans la Bible qu'on peut lire avant le spectacle. Il y a de la chorégraphie. Toi, tu l'exprimes par les images. Il y a aussi d'autres manières que les mots, par votre art d'exprimer, de dire les choses. Pourquoi ton Antigone, elle est silencieuse? Pourquoi cette bruiteuse sur scène? Est-ce que tu... Pour plusieurs raisons, parce que en fait, ce que je mets en miroir, et pour revenir aussi à ce qu'a dit Sofiane sur des endroits parfois de connexion qu'on a un peu du mal à expliquer, c'est que moi je pense que c'est très lié à des endroits d'enfance, et la question de l'enfance est très présente dans mon travail, et que je me questionne beaucoup sur la place qu'on donne à la voix des enfants, comment on les perçoit. Est-ce que c'est des personnes, les endroits des abus, comment ils sont souvent parfois réifiés dans des discours publics. Et j'ai découvert très tard, après avoir intitulé cette pièce Terre, que l'étymologie de enfant, c'est celui qui ne parle pas. Je trouve ça assez étonnant. Et en fait, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu donner à voir une Antigone qui est à cet endroit-là, qui est en fait celle qui regarde, qui écoute, qui est ce regard en fait sur l'adulte dans espèce de mascarade générale qui crée autour d'elle et autour de lui. Et en fait, elle n'est que ce regard d'enfant qui donne à voir, qui est en fait ce miroir vers l'autre. Je trouve que les enfants, le regard des enfants révèle en fait. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là, mais c'est fou. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mentir à un enfant. On a l'impression qu'il regarde derrière le mensonge que vous mettez en place. C'est la même. Moi, j'ai des expériences où une fois, par exemple, j'ai un souvenir très clair où je gardais une petite fille. Je suis arrivée éreintée au babysitting et je me suis dit, il faut absolument que j'ai de l'énergie pour elle. Et j'arrive, je fais « Hey Lola, ça va ?» et tout. Et j'étais très... J'avais de l'entrain et vraiment, elle m'a regardée comme ça et elle a commencé à me dire « Je suis fatiguée. » J'avais l'impression que vraiment, elle voyait derrière. Et en fait, c'est pas la première fois que je ressens ça. Et je me rappelle de moi, enfant, n'ayant pas la place, ni le pouvoir, ni l'autorisation de parler ou de nommer, et voir les adultes me vendre un truc et avoir la sensation que ça va pas du tout avec ce que je sens. Et c'est aussi l'endroit où on tord l'instinct des enfants. Vous savez, on entend ces histoires de « faut pas se fier à sa première intuition ». On crée le doute et où on brise la confiance en soi. C'est quand l'autorité adulte fait entendre à l'enfant que ce qu'il sent n'est pas juste. Ce qui, je pense, n'est jamais vrai. Je pense qu'il a toujours raison. Je pense que ce qu'il sent est toujours vrai. C'est juste que peut-être qu'il ne sait pas le nommer. Et je trouve qu'il y a vraiment des mécanismes de confiscation du ressenti de l'enfant qui fait qu'adulte, on ne sait plus à quoi se fier, quoi. Donc voilà pourquoi mon Antigone est silencieuse. Elle est ça, elle est l'incarnation de ce silence infligé et que finalement elle choisit elle-même. Et du coup, oui, la place de la musique et du son, enfin, de toute façon, a toujours fait beaucoup partie de mon travail. Et je pense qu'il y a parfois, pour le coup, les mots, je te remercie pour ce que tu as dit là-dessus, je crois que les mots éclairent, je pense que les mots délivrent des trésors de sens, je pense qu'on a tous des sens dans les mots qui sont différents et que moi, j'ai toujours la sensation que quand je trouve le mot juste qui est aligné avec ce que je sens et ce que je vois, ça me fait du bien. C'est un endroit de repos qui est très court, mais qui fait beaucoup de bien. Mais parfois, les mots, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire, et c'est là où je trouve que la musique, la danse, le silence font autorité. Et toi, Sofiane, tu veux un peu rebondir? Oui, moi j'ai parlé à la sortie de la première avec la comédienne qui joue Antigone, justement, et je trouvais ça remarquable
son travail sur les silences, justement, dans la pièce, et cette capacité à faire passer les mots à travers le regard, en fait, juste sans parler. Et ça, pour moi, c'est une des choses qui me touche beaucoup dans la pièce aussi, parce qu'ils évoquent beaucoup. Et forcément, le rapport aussi... le rapport aux mots, chez moi, il est... en fait, j'ai vraiment la sensation que, particulièrement en tant qu'enfant placé ou déplacé, d'ailleurs j'appelle ça toujours, le bon terme c'est celui-là pour moi, mais on demande aux enfants, en fait, toujours d'exprimer quelque chose, de prendre la parole, devant un juge, devant une assistante sociale, devant les assistantes maternelles, devant les psychologues. Et en fait, on fait tout le travail à l'envers, quoi, parce que prendre la parole sur une situation que je ne comprenais pas, c'est impossible, déjà. Et en plus, très vite, pour moi, le rapport à la parole, il s'est transformé en silence, parce que il y a toujours des conséquences, en fait. Voilà, vous êtes pris au milieu d'un spectre où il y a tellement de personnes qui se mêlent avec des intérêts et des contradictions, que chaque mot va être utilisé contre vous, en fait. Donc après, voilà, la parole est devenue silence, et pour moi, c'était une évidence que de trouver des nouveaux langages, en fait, des nouveaux moyens d'expression. Donc quand j'étais petit, ça passait beaucoup par le dessin. Il y en a un dans l'expo, là. La lecture, l'écriture, tous ces moyens, mais sauf que quand vous vous retrouvez face à un juge, par exemple, pour exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous pouvez lui répondre avec vos moyens d'expression, vous n'allez pas lui donner un dessin ou quelque chose avec laquelle, un moyen d'expression avec lequel vous avez pu voilà, montrer vos émotions, quoi, ou la réponse à sa question. Ça prendrait trop de temps, ou ça rentrerait pas dans les formulaires administratifs, quoi. Donc voilà, pour moi, ça a été voilà, utiliser tous ces moyens d'expression pour pouvoir voilà, exprimer ce que je ressentais. Et maintenant, il y a un vrai retour à la parole, parce qu'il y a aussi tout un travail qui a été fait, un contact aussi avec ma propre histoire, qui fait que c'est possible aujourd'hui de mettre ça en mots simples, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que cette sensation de demander des mots à des enfants dans une situation qui est inexplicable, c'est complètement fou, en fait, quoi. Voilà. Et toi, Tamara, les mots, ça a commencé comme auteur, metteur en scène, enfin, exprimer ce que toi, tu avais envie de raconter, ou tu as été comédienne avant et tu as dit les mots des autres, ou... Alors, moi, j'étais comédienne, oui. Mais en fait, il y a un truc qui résonne beaucoup pour moi dans ce que dit Sofiane, mais c'est très intuitif, parce que peut-être je vais finir par trouver le lien en parlant, mais moi, je ne parlais pas français quand je suis arrivée en France, et je me suis un peu retrouvée propulsée dans des espaces où on ne se chargeait pas. On se chargeait pas de... En fait, le fait déjà que je sois un enfant, c'est que je n'étais pas vraiment en capacité. Mais aussi, par exemple, arriver à l'école et pas parler français, c'est vraiment une expérience très violente. C'est-à-dire qu'on est vraiment jeté dans un truc et on n'a pas les mots. C'est-à-dire qu'on a un truc de... On a l'impression... Du coup, je parlais en arabe. Mais en fait, les maîtresses, les enfants, en fait, on te regarde comme si tu avais une maladie. Et puis, à force, on se met à pleurer parce qu'il y a une forme de panique. Et les adultes, ils ne supportent pas qu'on pleure. Donc, on te secoue, on te met quelque part. En fait, j'ai d'abord... mes mots de ma langue maternelle ont constitué une barrière entre moi et les autres, en fait. Et du coup, je crois que c'est pour ça que j'ai... Elle exprime très bien ce que je veux dire. En fait, il y a vraiment une nécessité de la conquête du mot pour soigner ça, en fait.
trouver les mots pour être comprise. Enfin, pour moi, être comprise, c'est important. Parfois, on trouve que mes spectacles sont didactiques. Et je me rappelle qu'il y a une journaliste qui m'avait dit ça. Je lui ai dit, oui, mais moi, je vais être comprise, en fait. C'est pathologique. Et en fait, c'est ça la place de conquérir la langue française. C'était aussi un endroit au-delà des injonctions à l'assimilation et les dégâts que ça provoque. Il fallait attraper les mots rapidement pour sortir du gouffre, en fait, de la prison dans laquelle je me trouvais avec les autres, quoi. C'est marrant, ça me fait penser aussi à une chose, mais moi, quand j'étais à l'école, par exemple, je lisais énormément, quoi, et je voulais absolument en dicter, faire 0 faute, quoi. C'était super important pour moi de maîtriser les mots comme si ça allait en fait m'aider à exprimer les choses. Et en fait, je crois qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça menait pas du tout à pouvoir exprimer ce que je ressentais. Donc ça a été aussi très frustrant. Mais aujourd'hui, je me dis, il y a plein de... Enfin, c'est bien de pas trop faire de fautes d'orthographe, mais en fait, en vrai, c'est pas si important que ça, quoi. Et aussi, il y a plein d'auteurs français que j'aurais pu m'abstenir de lire aussi, du coup. Voilà. Mais non, mais alors, si talentueux qu'ils soient, tous les classiques qu'on lit à l'école, finalement, aujourd'hui, je les trouve un peu distancés de mon histoire, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il y avait cette quête, forcément, de désir d'appartenance, parce qu'on j'avais pas le choix, d'essayer aussi de maîtriser les mots pour que ça m'aide, et ça m'a aidé, j'imagine, sur plein d'aspects. Mais le plus important à un moment qui était pouvoir exprimer ce qu'on ressent et le partager, ça m'a pas beaucoup aidé, en tout cas. Est-ce que des gens veulent rebondir, poser des questions, réagir à ce qui a été dit, que vous ayez vu ou non le spectacle? Si, parce qu'on l'enregistre, pour tout dire, Elisabeth, donc c'est mieux si... Okay. Voilà. Donc déjà, moi, je suis très contente de vous rencontrer, Tamara. J'ai vu tous vos spectacles. Je suis fan absolue. Et j'aurais voulu que vous nous parliez du projet, enfin, de Gone, et puis votre insertion dans le projet d'études dans les milieux hospitaliers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, en fait, j'ai été invitée à mettre en scène des adolescents qui appartenaient... en fait, c'est le théâtre de l'Odéon, l'espace 1789 à Saint-Ouen, en région parisienne, et le CDN de Gennevilliers, qui se sont regroupés et qui ont créé un programme qui s'appelle Adolescence et territoires. C'est un grand appel à auditionner sur les 3 territoires pour jouer dans un spectacle qui serait mis en scène par un metteur en scène. Et donc, on m'a invitée à être cette metteuse en scène-là. Et du coup, j'ai auditionné beaucoup d'adolescents et j'en ai choisi 17 qui venaient tous de ces territoires-là. Et en fait, c'est des territoires très différents qui sont vraiment un tissu social très hétérogène. Et je me suis dit, je voulais déjà travailler sur Antigone et je me suis dit, la meilleure façon de regarder Antigone, c'est avec eux. Donc, c'est des ateliers d'improvisation, d'écriture aussi personnelle, de thématiques qui sont dans Antigone. Et moi, j'ai rencontré Antigone, j'avais 14 ans. Mais eux, avoir 14 ans, quand moi j'avais... on n'est pas les mêmes personnes du tout, quoi. Moi, j'aimais beaucoup Antigone à 14 ans parce que je m'y identifiais. Et maintenant, je la regarde plus. Enfin, elle est restée à 14 ans et moi, j'ai grandi. Du coup, moi, je la regarde plus pareil. Et je me demandais comment eux la regardaient. Et ils la regardent d'une façon très inspirante. Et du coup, j'ai construit une pièce autour de Antigone avec les différentes versions d'Antigone qu'on connaît, à part celle d'Anouilh, parce que je trouve qu'elle est pas bien. Mais sinon, pardon, je le dis, au secours. Je pense que c'est celle qu'on fait lire en 3e, et je pense que les 3e ont carrément la capacité de lire la version originale, à savoir celle de Sophocle, bref. Mais... et après, ils ont décliné des fins différentes dans la pièce.
comment, à part mourir, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Qu'est-ce qu'on en pense? Le fait que ce soit une femme, les endroits de la question de la féminité dans la pièce sont apparus aussi de façon beaucoup plus forte. Et ils ont vraiment réactualisé ma vision du personnage. Et c'était le premier regard que j'ai eu sur Antigone. Et une des raisons pour lesquelles aussi ça m'a permis de vouloir construire ce personnage silencieux. Et puis, en parallèle, j'ai fait aussi j'ai mené des ateliers dans des services de pédopsychiatrie. Et du coup... Pardon. Et du coup... j'ai aussi j'ai amené Antigone dans des services de pédopsychiatrie d'adolescents qui sont hospitalisés au long cours. Parce que, évidemment, la question de la dépression chez l'adolescence et des tentatives de suicide, c'est extrêmement accru pendant le Covid, mais continue. C'est-à-dire qu'entre les 10-18 ans chez les jeunes filles, entre 10 et 18 ans, depuis 4 ans, les tentatives de suicide se sont accrues de 62%. Il y a des nouveaux phénomènes qu'on ne connaissait pas, à savoir la facho-anxiété ou l'éco-anxiété, qui sont des nouveaux termes. Et du coup, dans cette figure dite de la résistance, de l'adolescence, de tout ce qu'on veut, du coup, avec tout ça, qu'est-ce qu'elle raconte, Antigone? Et on a fait un travail assez... comment dire presque multidisciplinaires. Elles avaient notamment des carnets où elles écrivaient à Antigone et elles ont parlé à Antigone pendant toute la période de l'atelier. En fait, voilà, j'ai essayé de créer des espaces d'interaction pour en fait découvrir leur point de vue, sachant que bien sûr, elles étaient au courant de à quoi elles participaient et quel espace de recherche et pourquoi. Et il s'avère que dans le groupe Adolescence et Territoire, bien plus tard, j'ai découvert qu'une des jeunes filles avait eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance, Nesrine, qui a été aussi une des jeunes filles que j'ai rencontrées et qui m'a aidée à construire le personnage d'Eden. Oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que finalement, le parallèle entre Eden et l'autre enfant abandonné de l'histoire, c'est Oedipe finalement. Et puis tu as choisi en revanche comme figure Antigone parce que la révolte de l'adolescence, parce que... le rapport entre le rapport entre Eden et Antigone. J'ai aussi choisi ce parallèle-là parce que initialement le projet, il avait une autre genèse. Il s'agissait de regarder Antigone par le biais de différentes jeunesses de 2 pays différents, à savoir la Palestine et la France. Que des ateliers devaient être menés dans le 93, dans les quartiers nord à Marseille et en région Bourgogne, et qui appliquent des zones périphériques qui sont souvent victimes de ségrégation urbaine et qui ont un héritage d'oppression coloniale sur le sol français. Et le seul pays victime de colonialisme actuellement dans le monde, c'est la Palestine. Et donc ça m'intéressait de faire rencontrer ce regard sur cette figure de la révolution dite de la jeunesse, du regard sur le monde, et de voir comment elle était perçue, comment elle pouvait créer un tiret ou pas entre ces deux réalités. Il s'avère qu'il y a eu les assassinats du Hamas et le début du génocide à Gaza au début de ce travail-là. Et d'abord, j'ai voulu arrêter le projet. Et finalement, la réécriture d'Antigone a été très imprégnée par cette réalité-là. Et en fait, finalement, je mets aussi en parallèle des enfances volées, invisibilisées, où il y a 2 poids, 2 mesures. Et en fait, tout d'un coup, cette réalité des enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance, qui concerne 90% des cas des enfants racisés par ailleurs, c'est une crise humanitaire sur le sol français. Et il y a une enfance actuellement qui est totalement invisibilisée, qui est en train de subir un génocide et qui, je trouve, est plutôt oppressée par les mêmes entités. Donc ce parallèle-là entre ces enfances-là, il est présent dans la pièce. En tout cas, moi, je trouve que c'est aussi l'âge, en fait, où... c'est l'âge de tous les possibles et
Et je pense que à travers le personnage de Eden aussi, c'est aussi beaucoup ça qui transparaît, et je me suis beaucoup reconnu là-dedans. Et c'est aussi, ça fait écho avec voilà, l'exposition et ces jeunes où en fait, dans ce village par exemple où j'ai été, qui est le village aussi de ma mère, c'est des jeunes qui sont à la base des pêcheurs. C'est un village de pêcheurs, d'excellents pêcheurs. Et aujourd'hui, c'est aussi, ces embarcations servent aussi à franchir, voilà, à traverser la mer Méditerranée, avec tous les morts aussi qui malheureusement n'arrivent pas à traverser. Et donc, voilà, pour moi, c'était en fait, c'était naturellement, en fait, c'est marrant parce que c'est une histoire de racines qui me ramène à cette réalité qui me touchait déjà à la base. Mais je voulais vraiment voilà, voir à travers ces enfants, à travers leurs regards, ce que c'est qu'avoir entre 14 et 18 ans, l'après-midi, juste aller au bord de la mer avec ses copains, plonger, pêcher, être dans une totale insouciance en fait, et que pourtant à cet âge-là, du jour au lendemain, il y a une sorte de couperet qui peut tomber et que votre vie peut changer à jamais, quoi. Vous pouvez, voilà, avec soit des gamins qui vont se retrouver à travailler pour des personnes qui traversent, qui font les traversées, ou quelqu'un qui va aussi complètement échapper à ça. Donc voilà, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, je voulais vraiment être dans ce moment où en fait il y a toute la vie qui se joue à l'intérieur, qui a la possibilité de s'exprimer à travers un être humain. Et je trouve que ça se joue aussi beaucoup à cet âge-là. Et c'est aussi ce qui transparaît d'une façon complètement différente, mais avec le personnage d'Eden, en fait, aussi, où en fait, elle cherche à exprimer vraiment toutes ses possibilités, en fait, quoi. Et la vie à cet âge-là, en fait, moi, je me souviens, par exemple, je savais pas vraiment qui j'étais, si j'avais le droit de savoir qui j'étais. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'utilisais plein de personnages de fiction comme ça pour essayer de répondre à moi-même à cette question, quoi. Voilà. Et voilà, et je trouve cet âge, en tout cas, décisif aussi où on peut passer d'un monde à un autre, quoi. C'est pas forcément le monde d'enfant à adulte, en fait. C'est vraiment voilà, où on passe d'un moment d'innocence à quelque chose qui va être beaucoup plus réel et parfois très dur, quoi. Parce que Sofiane, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, tout le monde n'a sans doute pas eu le temps de lire, comme je disais, tout le monde n'a peut-être pas eu le temps de voir l'expo, ni de lire un petit peu ce que tu as écrit dessus. Tu peux peut-être dire un petit peu, effectivement, ces jeunes, ce village de pêcheurs, qui peut-être auraient la vie que tu aurais pu avoir si s'était pas passé tout ce qui s'était passé. Tu peux peut-être dire un petit mot sur ton expo, pourquoi, comment, s'il te plaît. Oui, c'est une première prise de contact avec mon pays, mon premier pays, mon second pays. Je sais pas, c'est difficile à dire, puisque en fait voilà, ça a jamais pu se passer avant tant que mon père était en vie, parce qu'on vivait pas vraiment ensemble, etc. Et pour toutes ces raisons, et aussi parce qu'il y avait tous ces silences, tous ces secrets qui mènent finalement à toutes ces impossibilités. Donc son décès en fait a permis d'aller à la rencontre de tout ce que je sentais qui existait en moi, mais que je pouvais que ressentir et pas vivre.
et surtout la prise de contact aussi avec ma famille et mes frères et sœurs que j'ai là-bas et que j'avais jamais rencontrés. Parce que être binational, franco-algérien, c'est aussi très difficile parce que mes sœurs, elles n'ont pas la nationalité française. Moi, j'ai la chance d'avoir la double nationalité, mais il n'y a pas de... En ce moment, dans l'actualité, on parle beaucoup de passe-droit, d'accords qu'on devrait terminer entre la France et l'Algérie. Et pourtant, la réalité, c'est que pour ma sœur, j'ai pas le droit de la voir parce qu'on lui donne pas de visa et c'est ma sœur, quoi. Donc, et c'est pareil pour mes frères. La réalité, c'est celle-là. Et aussi, je me disais, en fait, voilà, c'est magnifique d'avoir cette double nationalité et en même temps... Non, moi, j'ai la chance d'être assez libre dans les activités que je fais, mais s'il y a, par exemple, quelqu'un qui travaille 35 heures par semaine, ou de façon... Enfin, je travaille beaucoup plus que 35 heures par semaine, by the way, mais ce que je veux dire, on ne peut pas toujours aller... Il n'y a absolument aucune considération sociale et culturelle qui pourrait créer une organisation où, quand vous avez un frère de l'autre côté de la Méditerranée, on puisse faciliter ça d'une manière ou d'une autre, quoi, en fait. Donc cette architecture-là, elle est aussi très brutale, en fait. Voilà, et la réalité, c'est celle-là. C'est pas des accords politiques dont d'ailleurs on savait même pas qu'ils existaient, en fait. Voilà, mais c'est donc pour moi ça a été, voilà, cette première prise de contact. Et aussi, en fait, quand mon père est décédé, moi j'ai pu avoir la réponse. J'ai rencontré mes frères et sœurs. Ma mère n'en a pas eu de son côté. Elle a eu en France ma sœur et moi ici. Et les 5 frères et sœurs que j'ai en Algérie, c'est du côté de mon père. Donc ils sont tous venus à l'aéroport. Je les avais jamais rencontrés de ma vie, mais du coup, quand je suis arrivé la première fois en Algérie, je me suis retrouvé avec 30 personnes qui m'attendaient à l'aéroport. C'était magnifique, mais moi, j'ai jamais eu d'architecture familiale, on va dire de type classique, même si j'aime pas ce mot-là, mais pour résumer. Donc, quand je voyais ma sœur, je me disais, est-ce que c'est ma tante? Il y a un peu une différence d'âge. Je mélangeais tout, quoi. Je me sentais plus proche de mes neveux et nièces. Je captais rien, quoi. Il y avait 30 personnes comme ça qui sollicitaient, quoi. Et voilà, donc en tout cas ça c'était du côté de mon père, donc j'ai eu la possibilité de tous les voir. Mais après, une fois en Algérie, la quête vers les origines du côté de ma mère aussi, ça a commencé, en fait, quoi. Donc j'avais, je pense que j'avais peut-être 3 indices, en fait, sur le village où elle habitait, le village où elle avait, le quartier où elle avait vécu à Oran, et un frère qu'elle définissait comme Ahmed le tueur. Voilà. Donc, et c'était lui que je devais chercher avec les 2 indices que j'avais en plus, quoi. Voilà. Et donc ça m'a mené à ce petit village, en fait. Ça m'a mené à ce petit village et je me souviens, voilà, je suis descendu, j'ai passé du temps avec ces gamins. Moi, c'est quelque chose, quand j'avais 15-16 ans, que j'adorais, plonger, pêcher des oursins. Voilà, et en fait, je me suis retrouvé avec eux naturellement, en fait. Voilà. J'ai passé cet après-midi-là, ils m'ont accepté, et moi, je photographiais. Et j'avais l'impression, voilà, d'être à la fois eux, à leur âge, en Algérie, et eux pouvaient être aussi me voir comme un des leurs. Enfin, c'était vraiment un voyage spatio-temporel très intéressant, le temps d'une journée. Et après, j'ai poursuivi ma route, et je me souviens, ce jour-là, j'étais en voiture et j'ai crevé. Et il y a des jeunes qui sont venus m'aider à réparer la roue et tout. Et je leur ai dit que je cherchais Ahmed.
Et du coup, ils m'ont aidé. On a été frappés aux portes. Et ma mère donc s'appelle Drider. Et donc je me suis dit avec cet indice-là, ça va être assez facile à trouver. Et en fait, ils s'appellent tous comme ça dans le village. Donc c'était le nom de famille parce que voilà, c'était c'est une famille qui s'est installée il y a certainement 150 ans à peu près, et donc il y a eu des mariages, et c'est un des noms qui est donc resté. Donc on a été frappé à plein de portes, et voilà, je pensais que j'y arriverais jamais, et j'ai fini par rencontrer mon oncle, voilà, au bout de la journée. Voilà, à partager un thé avec mon oncle, et je me suis rendu compte que mon oncle était aussi adorait la photographie, quoi. Donc c'est aussi ça qui est magnifique, c'est que voilà, quand j'ai rencontré ma sœur en Algérie, j'ai vu la façon dont elle cuisine comme moi. Voilà. Et quand j'ai rencontré mon oncle, et c'était pas Ahmed, lui je l'ai pas trouvé encore. Non, c'est un autre oncle. Et en fait, j'ai vu aussi, voilà, qu'il avait ce truc qu'on a tous les deux, en fait, qu'on a en commun, quoi. Voilà. Mais d'ailleurs, tes photos, moi je trouve, je sais pas si vous les avez vues ou pas, et je veux pas biaiser votre regard, mais ce qui m'interpelle le plus, c'est que j'ai l'impression que c'est des photos de famille. J'ai l'impression qu'on m'a exposé des photos de famille pour me montrer. On dirait pas qu'elles ont été faites dans un objectif esthétique ou photographique. Enfin, bref, dans la démarche temporelle qui est décrite, j'ai l'impression que c'est un dispositif où quelqu'un vient me montrer des gens de sa famille dans des moments de vacances ou des moments de vie de choper à la volée. Et ça, je trouve ça très très fort de réussir à prendre des moments de vie comme si c'était les nôtres. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est mon ami, j'ai peut-être un regard biaisé, mais c'est vrai. Non, je trouve ça très impressionnant dans ces photos. Elles sont très situées dans une bulle familiale, alors qu'il y a plein de gens que tu connais pas sur ces photos. Non, je les connais pas, et c'est marrant parce que alors je me dis à chaque fois que ces échanges et ces rencontres ne vont servir absolument à rien. Et désolé, mais voilà, c'est les peurs que j'ai, mais en fait, je suis en train de réaliser quelque chose, et merci de ce que tu viens de dire, parce que en fait, je me dis que ça m'a immédiatement connecté avec les photos d'enfance que j'ai. Et moi, les photos d'enfance que j'ai, c'est déjà, il y en a très très peu. Parce que mes parents, du coup, on prenait pas de photos de famille à Euro Disney. Et en même temps, dans les familles d'accueil, je voulais pas trop rentrer dans le cadre, et je crois que les familles d'accueil voulaient pas trop que je rentre dans le cadre non plus, en fait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas trop dans le décor, quoi. Donc j'ai toujours, et les seules photos de famille que j'ai d'enfants, c'est toujours un peu éloigné, ou alors c'est vrai, moi je suis vraiment en train de penser à ça, merci beaucoup. Et celle que j'ai, c'est avec ma sœur, voilà, qui était en famille d'accueil du coup avec moi, et donc voilà, je pense que c'est une manière pour moi en fait, je rêvais d'avoir des photos de famille, ceux qui me montraient des photos, leur album de famille, incroyable. Tu vois, c'est quand des albums de famille qui sont bien rangés, ou ce moment où on sort l'album de famille, c'est incroyable, le dimanche et tout, après le rôti. Il y a plein de gens qui connaissent ça. Voilà. Moi, je pensais à des choses comme ça, mais c'était inaccessible. Et donc, c'est aussi ça, la beauté de la vie, c'est de pouvoir se réapproprier voilà, ces choses-là, en faire sienne, comme ça. Voilà. Merci pour ça. Est-ce que des gens ont envie de poser des questions? Vous attendrez de voir le spectacle et de voir mieux l'expo pour... Mais moi, j'ai ressenti la même chose que toi, Tamara. Pour de vrai, j'ai cru que c'était un mélange de photos. Alors, je savais de quoi parler de l'expo, bien sûr, mais j'ai cru qu'au milieu, il y avait vraiment des photos aussi de... Si, moi, ça m'a vraiment saisie. Je me suis dit, on dirait des photos de... Enfin, je comprends pas comment c'est possible de pouvoir prendre des photos de gens qu'on connaît pas
comme si on les connaissait. Et le dispositif scénographique nous permet vraiment de, en plus, lire ça. Je trouve que les cadres, ça assoit la photo qu'on a posée sur la commode, en fait. Donc la photo qu'on a posée sur la commode, c'est celle des cousins. Donc ils sont là. Enfin bref, je fais ce chemin-là. Et du coup, Sofiane, finalement, tu es partie de l'appartement de ton père pour arriver au village de ta mère. Et c'est quelque chose que tu as envie de continuer à explorer En fait, la première des choses que j'ai photographiées, c'est ma famille, en fait, déjà. Et donc, le premier truc qui m'était venu, c'était de faire une exposition sur ma famille. Et en fait, je trouve que c'est encore un peu trop tôt et surtout inachevé parce qu'il me reste encore une tente à aller chercher dans le désert que j'ai pas photographiée. Et elle est pas facile à aller trouver. En plus, elle a 90 ans. Donc, voilà. Et donc ça, c'est ce qui vient en premier. Et puis aussi, je voulais photographier l'Algérie dans ce moment vraiment intuitif, libéré de tout contexte social et politique que après mes yeux me donnent en fait une fois que je suis là-bas et qui vont avoir plus de contexte et qui du coup vont peut-être enlever cette fraîcheur et cette naïveté dans la photographie, dans le geste, en fait, où je questionne pas, juste je photographie, quoi. Et vraiment pour en sortir ce truc le plus pur possible. Et, mais en fait, ouais, c'est la première des choses voilà, qui m'est venue, c'était forcément photographier la famille, et après, du coup, du côté de mon père. Et ensuite, oui, la question du père. Alors, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est la grande question philosophique du père qui, une fois parti, me libère en tant qu'être humain, en tant qu'homme, etc. Mais je crois pas. Je crois que bon, c'est aussi, il y a peut-être un peu de ça, mais c'est aussi un accident que en fait, la fin le décès de mon père, c'est la fin de l'emprise en fait sur tous les enfants, quoi. Juste, j'en parlais hier, mais c'est fou cette emprise jusqu'où elle peut aller, quoi. Je veux dire, mon père m'a jamais interdit finalement d'aller rencontrer mes frères et sœurs, et pourtant il m'a toujours promis que ça passerait par lui, quoi. Que c'est lui qui nous emmènerait, qui ferait cette rencontre, et j'y ai toujours cru, quoi. Voilà. Et j'aurais jamais pensé que ce serait possible une fois qu'il serait disparu, quoi. Voilà. Donc donc voilà, c'est la fin, c'est la libération à travers la fin d'une emprise et finalement le début d'une relation saine avec lui, quoi. En fait, où je peux partager tout ça avec lui. Mon père, je me disais, c'est assez fou parce que au début, je peux penser qu'il a créé tout ce désordre et tout ce bordel d'une famille où voilà, qui n'a pas jamais vécu ensemble et tout ça. Mais au final, il a aussi créé cette magie, quoi. Donc, c'est ça qui est assez extraordinaire aussi, quoi, d'avoir des frères et sœurs comme ça que je peux rencontrer à cet âge-là, qui ont tous vécu, qu'elle aujourd'hui je peux m'identifier. Et c'est ça aussi qu'il a créé, quoi. Donc, voilà. Voilà pourquoi ça part de lui et aussi de photos du coup que j'ai retrouvées chez lui, des indices qui m'ont permis d'aller creuser ça, quoi. Vous connaissiez, enfin, ils connaissaient ton existence et tu connaissais la leur, même si vous vous étiez jamais rencontrés ou mes frères et sœurs. Ouais. Ouais, avec mon père et j'allais dire certaines familles algériennes, s'il y a des Algériens dans la salle, peut-être ils pourront me dire aussi, mais il n'y a que des hypothèses et des indices, ouais. Non, mais je pense que voilà, il y a aussi cette part voilà, d'une histoire qui est tellement chargée, qui est aussi tellement traumatique, à bien des égards, quoi, que voilà, on en revient au silence, en fait, hein, à la question du silence, des non-dits, et comment ensuite on parcourt, comment on navigue voilà, vers sa propre histoire.
Je crois que si plus personne n'a de questions, on va s'arrêter là, parce que Tamara a un spectacle dans pas si longtemps, donc il faut qu'elle aille un petit peu voir ce qui se passe sur la scène. Donc n'hésitez pas, le bar va être ouvert ou va l'être dans quelques minutes. Tous ceux qui n'ont pas eu le temps de venir voir l'expo, elle est là. Elle sera là jusqu'au 5, 6, 7 février, hein, c'est ça Sofiane, je crois? Je crois que 5 février, oui. 5 février, voilà, c'est ça. Et le spectacle de Tamara joue jusqu'à vendredi prochain. Ça commence à être bien complet, mais il reste peut-être quelques petites places. Claire, je voudrais juste rajouter un truc. C'est pour conclure, j'en ai pas pour longtemps. Ça m'est resté pendant tout l'échange, le fait que Sofiane il ait parlé de réparation. Parce que c'est vrai que c'est un réparateur, Sofiane, sur plein de choses, aussi bien symbolique que matériel. Et du coup, là, on va avec l'autre aussi. Mais en fait, on m'a souvent dit que je faisais un théâtre de réparation. Et j'ai échangé avec beaucoup de gens qui font des études théâtrales et qui me disent oui, alors... Et en fait, je crois que ce mot me gêne beaucoup. Et je sais pas, on peut en discuter plus tard. Mais en fait, parce que je trouve que la personne qui répare... Enfin, pour moi, alors peut-être que... Je trouve que la personne qui répare, c'est la personne qui a cassé. Moi, je suis pas trop d'accord. Les silences que décrit de son papa, Sofiane, moi, je pourrais vraiment parler de mon père avec exactement les mêmes termes, les mêmes silences, c'est ce qu'ils ont fait sur moi. Et en fait... alors je sais pas ce que fait mon théâtre, j'en sais rien, mais par contre, je sais que ce que je cherche à faire moi par rapport à ces thématiques, et surtout sur moi, c'est pas de me réparer, mais c'est de me soigner. Et je crois que ceux qui ont été blessés se soignent, et j'espère que je peux soigner d'autres avec moi si je peux, mais je veux pas réparer en fait. Enfin, c'est pas moi qui dois réparer. Et sur le travail de réparation, moi, je répare dans le textile et je répare l'histoire de la France. Voilà ce que je fais. Eh ben, t'es pas rendu mon vieux. Il y a du boulot. Parce que je répare tous les vêtements anciens où il y a des trous et que en France, on jetait et on brûlait. Et moi, je les récupère et je les répare. Et des classes ouvrières, par ailleurs. Voilà. Donc c'est ça mon travail de réparation, il est réel quoi. Non, une intervention directe. Bon, pardon, excusez-moi pour... Il y a une petite bible sur l'exposition que vous pourrez prendre là, et dedans il y a les liens pour aller voir le travail de Sofiane, ton site internet ou quelque chose comme ça. Donc vous pourrez voir un peu plus ce qui répare ou pas, en tout cas ce qui transforme. Merci. Merci oui, Sofiane. merci à tous, merci Tamara. Merci à vous. Merci.